ça reste un phénomène endémique parce qu'on a normalisé. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui ne le considèrent pas comme étant de la corruption à proprement dit. C'est la raison pour laquelle, pendant le forum, on a beaucoup parlé de confiance et de formation. Donc la confiance, on a une confiance qui est rompue entre les institutions et le peuple, et aussi la population n'est pas bien formée sur tout ce qui est corruption et qui ont normalisé cela. Donc il est maintenant temps comme maintenant la RDC a compris les enjeux, c'est pas qu'ils n'avaient pas compris avant, mais les contextes, la guerre à l'Est et autres, complexifiaient vraiment ce problème de corruption. Aujourd'hui, la RDC est repartie sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases, et on voit vraiment des choses extraordinaires, notamment ce forum qui a été fait à l'ambassade de la RDC à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. La République démocratique du Congo est classée parmi les 20 pays les plus corrompus au monde selon l'indice de 2024 de Transparency International. Alors la lutte contre la corruption est-elle un rêve ou une réalité? Pour en parler ce soir, nous recevons Rika Kafouti. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes juriste, spécialiste en conformité et vice-présidente de Congo Ethic Foundation. Vous avez organisé un forum à l'ambassade de la RDC en France sur la corruption en République démocratique du Congo, un fléau endémique. Comment s'est déroulé ce forum, sachant qu'il y avait des représentants politiques français et congolais? Alors, pour commencer, déjà, bonsoir à vous. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, déjà, il faut savoir que je travaille dans ce secteur depuis 2015. J'ai commencé chez AXA et puis après Société Générale, enfin, toutes les grandes institutions financières de la place à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en RDC, on avait un problème de corruption, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Ça vient depuis bien longtemps et qu'on a normalisé ce phénomène de corruption. Le défi de ce forum, c'était justement de juxtaposer mes connaissances sur la conformité en France, notamment la loi Sapin 1 de 93 et la loi Sapin 2 de 2016 qui régissent justement tout ce qui est lutte anticorruption en France, et justement les nouvelles lignes qui bougent aujourd'hui en RDC, avec notamment les lois qui sont sorties en décembre 2022 suite à l'audit du GABA, qui est donc la représentation du GAFI dans la sous-région, qui avait justement fait relever des difficultés sur le plan juridique, sur le plan bancaire, et la RDC s'était donc engagée à mettre en place un cadre légal plus précis. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a pensé à faire ce forum qui a été une réussite. Une très grande réussite, parce qu'on a réussi justement à amener des experts assez pointus sur le sujet, des experts français et des experts congolais, notamment la Banque centrale du Congo. Et comment expliquer que la corruption reste un fléau endémique en RDC? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi plusieurs hauts responsables donc, qui ont été aussi accusés pour détournement de fonds? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste un phénomène endémique parce qu'on a normalisé. C'est-à-dire que les personnes, aujourd'hui, ne le considèrent pas comme étant de la corruption à proprement dit. C'est la raison pour laquelle, pendant le forum, on a beaucoup parlé de confiance et de formation. Donc la confiance, on a une confiance qui est rompue entre les institutions et le peuple, et aussi la population n'est pas bien formée sur tout ce qui est corruption et qui ont normalisé cela. Donc il est maintenant temps comme maintenant la RDC a compris les enjeux, c'est pas qu'ils n'avaient pas compris avant, mais les contextes, la guerre à l'Est et autres, complexifiaient vraiment ce problème de corruption. Aujourd'hui, la RDC est repartie sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases, et on voit vraiment des choses extraordinaires, notamment ce forum qui a été fait à l'ambassade de la RDC à Paris. Et comment cela se répercute dans la vie des citoyens congolais? Est-ce qu'ils sont victimes ou plutôt même acteurs?
Alors, ils sont les deux. Ils sont les deux. Alors, victimes dans le sens où on a pu voir ce malheureux fait divers d'une personne qui est décédée à l'hôpital parce qu'on lui demandait justement une caution avant d'être soignée. On sait que le serment d'Hippocrate fait passer la vie d'une personne bien avant l'argent. Hein. La santé n'a pas de bourse, on va dire. Mais ils sont aussi victimes dans le sens où, pour toute chose, on demande toujours une petite lettre, une recommandation. Il faut avoir des contacts. Donc, ils sont à la fois victimes, mais ils sont en même temps acteurs. Et aussi, ce côté victime, c'est les personnes, certains ne sont pas payés à juste titre. Donc, après avoir payé les études des enfants et avoir payé certaines factures, mais en fait, ils n'ont pas de choix. Je ne valide pas et je n'accepte pas du tout ces pratiques, mais soyons factuels, une personne qui n'est pas payée correctement, mais qui a des charges, va forcément chercher à se faire justice seule. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cette double casquette de victime, mais en même temps d'acteur. Mais alors, quels sont aujourd'hui les plus grands défis au niveau technologique et aussi sociétaux pour lutter contre la corruption dans le secteur bancaire, mais aussi financier? Alors, sur le secteur bancaire, aujourd'hui en RDC, on a un grand problème, on a le problème de l'inclusion financière. C'est-à-dire que les gens n'ont pas cet automatisme de confier leur argent à la banque. Ceci s'explique par plusieurs problèmes. Le problème technologique, c'est-à-dire que aller à la banque ne fait pas partie des habitudes des Congolais. On préfère utiliser tout ce qui est Orange Money, Airtel, parce que les Congolais ont plus d'appétence à tout ce qui est téléphone portable. Donc, ils se sentent plus à l'aise avec tout ce qui est FinTech. Sur le plan sociétal, on a un problème de barrière linguistique. C'est-à-dire qu'il y avait eu un micro-trottoir qui avait été fait en octobre 2024, où on avait été voir en fait les personnes qui font les petits commerces, donc tout ce qui est informel, qui est aussi un grand problème en RDC. On leur a demandé justement pourquoi ils ne confient pas leur argent. Et parmi les deux premières raisons qui ont été évoquées, ça a été la barrière linguistique et aussi le manque de confiance. Parce qu'on a toujours entendu des scandales, détournements de 500 millions, 200 millions. Donc, ça crée de la peur auprès de la population qui, aujourd'hui, ne voit pas la banque comme étant un endroit de sécurité, mais voit plutôt la banque comme étant un endroit de vol, alors que pas du tout. La banque en RDC, la banque centrale notamment, et toutes les banques qui sont de la place, justement, convergent ensemble pour trouver des solutions et permettre, en fait, aux Congolais d'obtenir des moyens bancaires pour justement, pour toutes les classes et toutes les bourses. Et on l'a vu avec le ministre Doudou Fwamba qui met en place beaucoup de choses, qui forme les agents publics, qui crée la facturation. Enfin, il met énormément de moyens en place pour relever justement ces défis sociétaux et technologiques. Et selon vous, Madame Kafouti, sur le volet assez sociétal, est-ce que la création attendue d'un tribunal pénal économique et aussi d'un parquet financier en RDC suffira-t-elle pour dissuader la corruption financière et même apporter un peu plus de confiance et de justice au sein des institutions? Oui. Je pense que, comme on l'appelle en France ici, le PNF, est une très bonne chose. L'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, avait justement laissé cette loi en 2025, qui avait été validée d'ailleurs par le Sénat et l'Assemblée nationale congolaise. Aujourd'hui, c'est très compliqué de juger un vrai crime humain avec un crime financier sur la même cour. Ce qui crée beaucoup d'amalgames, même je pense que même pour les magistrats, ça doit être très compliqué à gérer. Et vous voyez très bien qu'on a des procédures très longues. Ça, c'est un peu dans le monde entier, hein, même en France, on n'est pas des très bons élèves sur ça. Mais de créer un parquet national financier va permettre justement de catégoriser cela. Et je pense que la population est en attente. La population a besoin qu'on puisse lui faire justice et qu'on puisse voir quand même qu'il y a des institutions qui naissent par rapport à ces fléaux de crimes économiques. Madame Rika Kafouti, on arrive à la fin de l'émission et la diaspora congolaise envoie chaque année plus d'1 milliard de dollars au pays. Comment peut-elle jouer un rôle actif dans la transparence financière? Justement, c'est une très bonne question. La formation. Aujourd'hui, en France, on voit, on a eu le cas de M. Sarkozy et d'autres personnes qui, malgré leur casquette de hauts fonctionnaires de l'État, ont été condamnés. Ce qui nous permet à nous, la diaspora, de ramener justement ces formations, ces connaissances que nous avons ici,
pour les faire valoir sur terrain, former la population qui justement est en demande. Il faut savoir que la population congolaise est en demande, donc on a la possibilité d'apporter ces expertises et de créer des synergies avec les institutions et les personnes qui sont en demande. Et au cours de ce forum, est-ce qu'il y a eu ce type de synergie dont vous soulignez? Oui, avec alors déjà, beaucoup d'experts ont été ravis de travailler ensemble parce que beaucoup ne se connaissaient pas. On a cette synergie qu'on a eue avec la Banque centrale du Congo, la Robank qui était parmi nous. Et aujourd'hui, nous sommes en discussion pour savoir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble main dans la main pour justement, moi qui suis née en France et d'origine congolaise, que je puisse apporter mes connaissances, mais aussi apprendre sur terrain, parce que je tiens à souligner que les enfants de la diaspora ou d'Europe, quand on arrive au Congo, on ne va pas apprendre. On arrive souvent en position de moralisateur, ce qui est une grande erreur. Quand on arrive sur un terrain, on apprend d'abord, on fait un état des lieux, puis après on propose. Et après avoir abordé tous les points, quel espoir concret pourrait-on nourrir aujourd'hui pour une véritable lutte contre la corruption en RDC? Avez-vous prévu une suite après ce combat? Oui, alors on a prévu déjà d'autres forums en RDC qui auront lieu début 2026. Pas seulement, on est en train de voir comment on va travailler avec l'Australie, parce que pendant le forum, on a eu la Chambre de commerce internationale RDC-Australie qui était là. Donc le but pour nous, c'est d'institutionnaliser nos idées pour qu'on puisse avoir justement ce rôle assez pérenne avec les acteurs et les institutions qui vont susciter un intérêt par rapport à la cause que nous défendons. Merci beaucoup Rika Kafouti, donc juriste spécialiste en conformité, vice-présidente de Congo Ethic Foundation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Mustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.